pour moi, la marmite norvégienne va avec le rocket stove et vice versa. Les marmites norvégiennes, tous ceux qui ont déjà fait un tour dans le groupe cuisine ont déjà vu comment ça fonctionnait. Je vais juste expliquer en gros le principe. Donc du coup, c'est pas très compliqué. Vous pouvez utiliser n'importe quel contenant, ce que vous avez à disposition, pourvu que le contenant soit assez grand pour accueillir à l'intérieur l'isolant, plus la marmite la plus grande que vous aurez à utiliser. Donc voilà, en gros c'est ça. Là ici on est en mode industriel, donc les marmites norvégiennes sont en mode industriel. Donc vous avez vu hein, une poubelle de 50 litres, je crois que c'est ça. À l'intérieur de la marmite norvégienne, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vieille couverture, de la laine de mouton, de la paille. Il faut que ce soit des isolants. Si vous allez à Emmaüs, que vous récupérez des vieilles couvertures, ça fait l'affaire. Pour 1 euro, vous faites votre marmite norvégienne. Donc en fait, le principe, c'est tout bête. C'est une fois que vous avez atteint les 100 degrés, bon, ça c'est une courbe de température. Donc 0 degré, 100 degrés. Une fois que vous avez atteint les 100 degrés, vous laissez à ébullition pendant 5 minutes. Pour le riz, en gros, moi je fais 2 minutes. 2 minutes. Pour les patates, pareil, 3 à 4 minutes, vous pouvez laisser à ébullition. Et ensuite, vous mettez dans la marmite norvégienne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, là on va dire c'est 5 heures. 5 heures. La moitié. Voilà. Donc en fait, la courbe de température de l'intérieur de votre soupe va descendre tout doucement. Elle va descendre doucement. Et à 5 heures, 5 heures après ou 4 heures après, votre soupe elle sera encore à 60 degrés ou 70 degrés. Et si vous laissez votre marmite dehors, eh ben, ça fera ça, la courbe de température. Non pas ça, mais bon, vous arriverez à la température de la pièce au bout de 5 heures. Donc voilà, c'est pour ça que comme la température reste à 95, 90, 80 degrés, eh ben, on n'a peut-être pas la conscience de ça, mais les aliments, ils n'ont pas besoin d'être à 100 degrés pour cuire. Il y a une première phase de cuisson qui est obligatoire, par exemple, pour des aliments comme les aliments qui ont comme le riz. Si tu montes pas à 100 degrés au moins un tout petit peu, surtout le riz entier, vous n'allez pas réussir à enclencher la cuisson. Mais pour les carottes aussi, tout ça, faut un petit coup de très fort pour ensuite, après vous pouvez laisser la cuisson descendre. Et c'est pour ça que au niveau gustatif, et je sais pas si Sandra est par là, mais pour la diététique, pour tout ce qui est vitamines, c'est conservé en grande partie, pas en totalité parce qu'on passe les 100 degrés, donc il y a une partie des vitamines qui disparaissent, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment le top pour votre santé. L'utilisation de la marmite norvégienne, c'est le top. Pour vos économies, pour l'autonomie, c'est le top aussi. Ouais, souvent les cuissons, je garde le couvercle dessus. Donc c'est mieux quand le couvercle est transparent en verre, où tu vois quand ça commence à bouillir, surtout pour le riz ou tout ça. Et là tu comptes 2-3 minutes et au bout de 2-3 minutes, tu prends le tout, tu mets dans la marmite norvégienne. Et en fait ça fait... tu n'ouvres pas ton couvercle, tu ne lèves pas ton couvercle parce que tu vas perdre de la chaleur avec l'évaporation. Et donc tu mets tout dans la marmite et donc oui, tu peux te brûler 3 heures plus tard hein, avec ta soupe. Ton riz est chaud, tu pars le matin, tu prépares. Après, toujours encore une fois, c'est comme dans le jardin, tu anticipes. C'est pour ça que c'est pas quelque chose que l'on a forcément envie de mettre en place chez soi. Quand on a une vie qui est un peu comment dire standard,
Quand tu pars travailler, tu vas pas te dire au petit-déj, ah bah je vais préparer la soupe pour ce midi, si je rentre ce midi. Faut anticiper. Vous voyez, faut anticiper. Et donc là, par contre, ça marche très bien avec des vies qui... quand tu travailles autour de chez toi, quand tu travailles à la maison, quand tu es en mode autonomie, là, avant de partir au jardin le matin, bah, tu fais la marmite, tu fais la soupe ou tu fais le riz. Ça marche très bien pour tous les céréales. Mais les céréales, vraiment, hein, faites une cuisson normale comme vous savez faire, de blé noir, de riz. Et faites-la à la marmite et vous goûtez la différence, c'est bluffant. En fait, le seul problème de la marmite norvégienne, c'est d'apprendre à s'en servir. Voilà. C'est le seul souci. Il faut réadapter ses recettes. Donc mettre toutes ces recettes de côté et penser. Et dans le temps, on parlait de casseroles ou de marmites que l'on mettait sous la couverture. Sur le lit, la grand-mère mettait sa casserole sur le lit. Et puis ça faisait chauffage aussi quand tu voulais te coucher. Ton lit était chaud. Donc c'est pas inventé, c'est pas sorti de ma poche. Aussi, Mais regardez encore, hein, faites vos recherches sur internet, il y en a qui ont fait des bons petits boulots personnels, enfin qui ont participé à faire diffuser des recettes spéciales marmites norvégiennes. Donc c'est sympa, si vous voulez pas trop galérer au début, bah, vous allez voir et puis vous trouvez des trucs sympas à faire. Mais ça soulage le quotidien et au niveau de votre bouteille de gaz, vous allez la voir durer très longtemps. Ouais. Non mais au pire vous avez aucune raison de vous inquiéter, ça ne peut pas brûler. Donc un mauvais cuisinier réussira quand même à faire de la bonne cuisine. Bon, on va passer au rocket stove si vous voulez bien. Parce qu'il y a 1001 manières de le faire. Ça dépend de ce que vous savez faire, ça dépend de vos ressources. Voilà. Donc toujours vous adaptez en fonction de ce que vous avez, ce que vous savez faire. Mais en gros, le rocket stove respecte les règles de fumisterie. Donc il y a des... Je parais pas sérieux là. Donc ouais, c'est de la fumée, je vais vous en fumer là. Donc en fait, il y a des règles spéciales au niveau de l'entrée d'air. L'air chaud, l'air froid pousse l'air chaud. Ça, c'est une règle de la fumisterie. Il y a des règles de proportion à garder. Donc, comme vous pouvez imaginer, je ne vais pas vous les donner, vous allez chercher vous-même, comme ça va vous faire travailler. Et donc, ouais, parce qu'il y en a qui vont vous dire des trucs, il y en a qui vont vous dire autre chose. C'est comment vous allez le sentir. Et puis, vous allez faire vos expériences aussi, comme moi. Il faut galérer un peu. Il n'y a pas de raison que tu sois le seul embêté. Bah ouais. Donc, le truc, c'est qu'on n'a pas la réponse et personne n'a. Non, ça dépend des matériaux. C'est une chimie, c'est une alchimie. Ouais, ça dépend de la porosité de vos briques réfractaires. Enfin, plein de choses. Donc... voilà. Donc en fait, le principe, c'est que là, je vous ai fait un rocket stove avec une entrée verticale. Ici, on a des rocket stove avec une entrée horizontale. Il est dit que, en fait, le rocket stove avec une entrée verticale est plus efficace. Je vous explique le principe, après on en reparle. Donc ici, on va dire, se trouvent les tiges, les fagots de bois qui brûlent. La flamme, qu'est-ce qu'elle fait quand elle brûle? Elle monte. Ouais. Donc elle monte par le même tuyau. Donc en fait ça s'enflamme ici. Non, c'est pas ça. Non, l'air chaud il aspirait. Donc en fait, comme ici, je vais vous dire, ici c'est l'air froid. Et l'air froid en fait passe par là. Les combustibles est là. Si le foyer se trouve ici, les flammes devraient monter. Mais bon, elles se font pousser. Et pourquoi elles se font pousser aussi? Parce que le rocket stove, une fois qu'il est lancé, c'est un outil qu'il faut utiliser en général. Si tu l'as à mettre dans ta maison, il va garder une certaine chaleur. Donc si tu l'utilises tous les jours, il va être très efficace. Au début, c'est galère à allumer parce que bien sûr, les flammes vont vouloir remonter. Donc tu
Tu souffles, tu dis non, par là, tu souffles, non, ça marche pas. Mais au bout d'un moment, il se réchauffe, petit à petit, il se réchauffe. Tu peux essayer de pousser ton foyer au début pour le stimuler, tu le pousses un petit peu par là, pour que les flammes soient aspirées dans la grande cheminée. Donc c'est petit à petit, ça se réchauffe, et voilà, et puis au bout d'un moment, l'air va... Tout ça, ça va te réchauffer, et puis ça va partir. Donc ici, en fait, les flammes, elles sont destinées à s'engouffrer, à partir dans le tuyau, dans le conduit. Donc en fait les flammes elles sont pas naturellement, elles poussent pas, elles partent pas à l'horizontale. Donc en fait il va y avoir une pression qui va être créée. Donc ces flammes là elles vont partir dans le tuyau intérieur et ici comme nous on a une sortie et puis là on installe la casserole. Voilà, c'est notre système. Mais il y a d'autres systèmes. Vous pouvez aussi faire des rocket stoves pour chauffer. Ou même pour cuisiner avec ici des plaques de fonte de 1 cm ou 2 cm. Et là je vous dis ça va cuisiner, ça va chauffer lentement encore. On va avoir l'avantage d'une cuisson lente mais une cuisson permanente. Là il ne faut pas mettre ses mains parce que la peau reste collée. Donc vous pouvez utiliser votre rocket stove comme une cuisinière d'antan. Vous laissez vos aliments. Cuisinière à bois. Voilà, cuisinière à bois. Et donc, par où sort les gaz? Et ben, en fait, les gaz vont s'accumuler tout en haut. Et comme l'air chaud monte, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une pression qui va s'exercer. Et il va y avoir une poussée. Et en fait, l'air chaud va être obligé de redescendre. Donc, tu dois bien avoir une sortie. Et la sortie, en fumisterie, les sorties doivent être toujours au-dessus de l'entrée d'air, des bouches de l'entrée d'air, pour qu'il y ait un effet venturé. Et donc là, après, c'est ces règles-là de fumisterie de base qu'il faudra respecter pour que ça marche. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on parle de rocket stove. Là, c'est un cuiseur à bois, un poêle de masse, c'est plein d'éléments qui ont des fonctions différentes. Il faut vraiment prendre en compte que c'est l'énergie stove. L'énergie stove, elle peut servir à faire de la fonderie, elle peut servir à chauffer, à cuire, à différentes choses. Et ce principe de stove, c'est le fait qu'on va réussir à étirer la flamme pour qu'elle lèche les gaz qui vont être en l'air. Et dans la combustion, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait de retirer l'eau du bois. Après, il y a vraiment la combustion du bois. Les gazéifications, et ensuite il y a des gaz qui s'échappent de ça, et ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans le calcul qu'on met en place pour pouvoir créer un système de chauffe, de combustion, c'est que nos flammes soient en contact des gaz à un moment. Donc du coup ces gaz se mettent à brûler et on va pouvoir utiliser plus efficacement l'énergie. Et en plus on a moins de pollution et on n'a pas de fumée. C'est la double combustion. C'est la double combustion. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la mise en marche d'un foyer dans un four à pain. Le feu, au bout d'un moment, si vous regardez, si vous avez l'occasion, vous regardez juste avant d'enlever les braises, tout ça. Vous regardez, en fait, il y a une double combustion et vous voyez des flammes qui lèchent le plafond. Et il y a très peu d'encrassement. L'idéal, si ton poêle est bien, si ton système est bien fait, tu vas brûler, c'est ce qu'ils disent, et tu peux le voir, hein, même quand tu bidouilles un peu, tu vois très peu de fumée. Donc en fait, qu'est-ce qui fait le ramonage? Qu'est-ce qui fait qu'on doit ramoner? C'est qu'il y a de la fumée. C'est la fumée. Donc en fait, quand tu montes à une certaine température, les fumées, tous les gaz, tout disparaît. Donc il reste un petit résidu, 5% peut-être, mais le temps que tu aies besoin de ramoner, il va falloir. De toute manière, il vous conseille des petites trappes pour passer, ramoner. Parce que c'est indispensable. sinon, il faut si pouvoir visiter tous ces conduits. Non. Mais tu peux imaginer que cette partie-là, elle est emmanchée. Ce qui fait que tu peux enlever ça, ce qui fait que tu n'as plus qu'un seul coude. Tu peux nettoyer celui-là du coup de façon indépendante parce que tu l'as dans les mains. Tu nettoies après ici et ainsi de suite. Après tu peux remettre le. Ouais. Le coude apporte des perturbations.
En fait, à chaque coude, il y a des perturbations de l'air. Et donc, plus il y a des perturbations des molécules, plus il y a une inflammation. Des gaz. Il y a des gaz. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes qui essayent d'augmenter cet effet mélange des gaz en installant des ailettes qui permettent aux gaz aux molécules de refaire un peu marche arrière pour justement rencontrer la flamme. À du moment où dans un système on vend des choses homologuées, quand tu construis quelque chose, il n'est plus homologué comme les phytoépurations. Pendant un moment, c'était vraiment expérimental, on laissait faire, ainsi de suite. Maintenant qu'il y a des entreprises qui proposent des phytoépurations homologuées, et ben les tiennes ne le sont plus, quoi. On va prendre par exemple une cheminée pour être sur les homologations. Une cheminée, ça s'autoconstruit depuis toujours et c'est tellement banal et tellement logique de fabriquer une cheminée que chez soi qu'on n'a même plus besoin de l'homologuer. Du fait aussi que ça ne soit pas ton système de chauffage principal. Tu vois, en fin de compte, le fait, si demain on comprend que ça c'est bien plus efficace que tous les autres systèmes et que ça se démocratise, ça sera du bon sens et de la logique d'installer ça. Donc du coup, il n'y a même plus besoin de l'homologation parce que on va pas homologuer quelque chose on va pas mettre hors du circuit des systèmes qui sont plus performants, qui utilisent mieux l'énergie, qui consomment moins de bois, qui chauffent mieux ta maison. Enfin, voilà, c'est l'homologation, elle est par l'efficacité des choses et pas par le fait que c'est un professionnel qui te l'a fait. Mais on est dans une phase de transition, encore une fois, on en parle à chaque fois, qu'il faut montrer qu'il y a des systèmes qui fonctionnent et qu'on peut le faire soi-même et qu'on n'est pas obligé de passer par une entreprise. Parce que ça amène à une simple chose qui va sauver la planète, c'est la croissance, quoi. La longueur des morceaux de bois qui sont mis là-dedans, c'est juste l'espacement qu'on a entre le plafond et puis vous voyez, la hauteur de notre tubage, quoi. Donc on peut faire des grandes perches, donc on n'est pas obligé en plus de couper des petits morceaux de bois, quoi. On reste sur des grandes longueurs. L'extraction, là ça dépend parce qu'il a fait plusieurs systèmes. Il a fait le modèle simple avec cuiseur, donc évidemment il y a des gaz qui partent ici, donc il faut prévoir soit une hotte ou soit en extérieur, ainsi de suite. Sinon tu peux aussi avoir une évacuation qui permet d'aller dans un banc de chauffe, une masse. Il manque des éléments sur le dessin, c'est que là en fin de compte il faut un deuxième couloir. La chaleur elle monte là c'est ouvert. Non, là il passait là. Ouais, parce que ça passait dans les Ça monte et après ça redescend sur les côtés. Donc le cheminement il est bien ici, voilà, comme ça. Voilà. Et il y en a qui commencent sur les foires bio, tout ça, à vendre des rocket stoves portatifs. Et il y en a beaucoup ceux qui vivent en camion, tout ça, qui en achètent. C'est facilement constructible quand tu as les matériaux et quand tu te débrouilles bien. Et le dernier truc pour finir, ce qui a été fait, ça a été fait à Safré là, sur les rencontres de Perma dernièrement et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ils ont fabriqué une cuisine où à l'intérieur est intégré, donc en plus ça faisait vue de haut, du dessus, c'est une cuisine qui avait cette forme là. Et en gros, ça fait que plein de personnes peuvent se mettre autour. Et puis il y avait un roquette ici, une plancha là, un four intégré à l'intérieur et tout fonctionne sous les systèmes des roquettes. Il y avait des grilles, on peut faire des barbecues, des rangements à l'intérieur qui fait que ça peut être pourquoi pas un poêle, une marmite norvégienne. Enfin, on peut vraiment tout intégrer. Donc ça, vous pouvez aussi à l'intérieur de votre maison vous faire un meuble tout en terre avec la ressource qu'il y a ou tout en pierre qui va accueillir tous ces éléments-là, quoi. Et en sortie de ce meuble-là, vous pouvez avoir soit une grosse masse qui est un canapé, donc vraiment tout est intégré l'un dans l'autre, quoi. Et vous avez la cuisine Ikea, franchement c'est magnifique, c'est trop beau à voir, ça donne des idées pour le faire chez soi, tout en terre, c'est joli, ça peut être sculpté et autres, quoi. Merci Samy. Je t'ai pas...